Voilà, donc la deuxième partie de ce cours consacré aux maladies sexuellement transmises. Euh, et on était arrivé au gonocoque, Neisseria gonorrhea. Euh, donc, comme vous le savez, il y a un autre Neisseria qui est celui responsable des méningites bactériennes chez les jeunes. On part donc d'un coque gram négatif. Et c'est une transmission exclusivement sexuelle qui va provoquer des urétrites, des cervicites, des proctites et parfois des conjonctivites. Euh, alors, par rapport à chlamydia, il y a toute une série de différences. Encore une fois, le but n'est pas de se substituer aux cours d'uro, de dermato ou de gynéco, où tout ça est exposé avec plus de détails. On va noter une période d'incubation plus courte, euh, des écoulements qui seront souvent purulents, alors que dans le cas des infections à chlamydia trachomatis, on a plutôt des écoulements qui sont clairs. Mais par ailleurs, il y a très souvent des co-infections avec le chlamydia trachomatis. Alors, une petite image qui illustre cet aspect de, de, de diplocoque, n'est-ce pas, hein? Donc ici, l'écoulement purulent et un mécanisme ici qui fait intervenir le récepteur récepteur au complément qui va faciliter l'infection par Neisseria. Donc c'est une maladie qui est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, peut-être aussi avec un biais de diagnostic parce que c'est une maladie qui est plus symptomatique chez l'homme que chez la femme. Hein, on peut retenir un petit peu pour le chlamydia, c'est le contraire, c'est plus symptomatique chez la femme que chez l'homme. Pour le gonocoque, c'est plus symptomatique chez l'homme que chez la femme. L'incidence, on avait une certaine stabilité malgré tout de l'incidence du chlamydia trachomatis, hein, sur ces 10 dernières années, qui est évidemment très prévalente mais stable. Par contre, l'incidence du gonocoque est en nette augmentation ces dernières années, en particulier chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, MSM, mais aussi dans les autres groupes de population, si je puis dire, en tout cas vu sous l'aspect du comportement sexuel. Ça, c'est la répartition des comportements sexuels, des modes de transmission. Et comme je vous le disais, pratiquement un cas de gonocoque sur deux est lié à des relations sexuelles d'hommes avec d'autres hommes. Les hommes strictement hétérosexuels et les femmes sont moins concernés. Alors pour ce qui est des symptômes, je vous l'ai dit, donc c'est une incubation plus courte que celle du chlamydia trachomatis avec un début assez brutal. C'est très inflammatoire avec un écoulement abondant et purulent qui va donner des douleurs importantes, d'où le nom vernaculaire, vais-je dire, de l'infection à Neisseria gonorrhea. Alors, oui. Des complications locorégionales qui sont fréquentes, des endométrites, des annexites, voire des péritonites, voire des périhépatites. Je vous ai parlé de l'atteinte conjonctivale, on la retrouve plus souvent chez les nouveau-nés, donc l'ophtalmie néonatale. On peut avoir des formes disséminées avec de véritables arthrites purulentes, des phénomènes de ténosynovite, de dermatite, de polyarthralgie. Ce sont des tableaux un petit peu différents dont on vous parle peut-être dans le cours de rhumatologie. Alors le diagnostic, c'est un petit peu la même chose que le chlamydia, donc c'est essentiellement basé sur la PCR. Néanmoins, la mise en culture est importante, elle est possible, hein, c'est impossible de cultiver le chlamydia trachomatis, c'est possible et idéalement il faut demander la mise en culture du gonocoque. Parce qu'une autre grande différence entre le gonocoque et le chlamydia, c'est que le gonocoque développe de multiples résistances au traitement et il est toujours intéressant de suivre l'apparition de ces résistances et de vérifier que le traitement donné à notre patient est efficace. Donc dans la mesure du possible,
on mettra en culture, en plus de la PCR, on mettra en culture l'écoulement urétral éventuel pour justement documenter la sensibilité aux antibiotiques. Alors, c'est donc ce qu'on appelle une PCR duplex, donc on fera systématiquement en laboratoire, les deux micro-organismes seront recherchés simultanément. Et c'est un petit peu la même chose chez l'homme, on pourra se contenter d'une urine du matin. Chez la femme, il sera plus intéressant de réaliser un frottis, soit au niveau urétral, soit au niveau endocervical, selon la localisation des symptômes et de l'infection. De même, il pourra être utile de faire un frottis rectal si on suspecte une infection à ce niveau. Et en fonction du cas, en fonction du type de comportement sexuel, on réalisera le fameux test en poule dont je vous ai parlé au sujet du chlamydia, prélèvement au niveau du pharynx, prélèvement au niveau de l'anus, prélèvement sur l'urine. Alors, les critères de recherche, ça s'est focalisé ici beaucoup plus sur des comportements à haut risque. Mais à partir du moment où on le fait en duplex, évidemment, avec le chlamydia trachomatis, on peut considérer que toute personne chez laquelle on recherchera du chlamydia trachomatis, on recherchera par définition aussi du Neisseria gonorrhea. Alors, comme je le disais, c'est probablement quelque chose de plus important pour ce cours de maladies infectieuses que la description des tableaux cliniques qui appartiennent plus aux spécialités respectives. La problématique des résistances microbiennes développées par le gonocoque et la difficulté à les traiter. Voici ici un article qui date d'une dizaine d'années qui faisait part d'une menace liées à des infections à gonocoque impossibles à traiter à cause des résistances. Dans la grande presse, une sorte de message catastrophiste concernant ces gonocoques résistants, notamment à la tétracycline, aux macrolides, etc. Dans notre pays, bon, la statistique date un petit peu, il faudrait la mettre à jour. Je n'en ai pas trouvé sur le site de l'Institut de médecine tropicale, mais ça doit exister. Vous avez le pourcentage d'isolats qui sont résistants à ces différents antibiotiques, notamment la ciprofloxacine, notamment les tétracyclines, la pénicilline et l'azithromycine qui restent malgré tout relativement efficaces. Et donc, compte tenu de ces résistances, on va toujours proposer une bithérapie. Une bithérapie à base d'azithromycine parce qu'elle conserve une bonne efficacité. Comme vous le voyez, la proportion de souches résistantes reste relativement modérée, mais elle est en augmentation. Et on ajoutera une céphalosporine de 3e génération, qui est la ceftriaxone que vous connaissez puisqu'on l'utilise dans le traitement des méningites à Neisseria meningitidis, hein, c'est pas un hasard. Ici, ce sera une seule dose de traitement. Et évidemment, on ne va pas mettre une perfusion intraveineuse au patient, et donc c'est une dose qui va être administrée en intramusculaire. Ce qui n'est pas toujours pratique à réaliser parce que d'une part, c'est un médicament hospitalier, donc c'est pas facile de l'avoir en médecine générale. Les remboursements ne se font pas en ambulatoire, c'est un peu douloureux à l'injection, donc c'est toute une série, ça vaut la peine à ce moment-là de contacter des spécialistes des IST dans l'hôpital près de chez vous. Alors pour des tas de raisons complexes, si on a une atteinte pharyngée, il y a une probabilité plus grande de résistance aux céphalosporines, notamment parce qu'il y a des échanges. Vous savez qu'on a des Neisseria au niveau. Beaucoup de gens sont porteurs de Neisseria au niveau du pharynx, pas le Neisseria pas le gonocoque, hein, mais d'autres Neisseria. Et on considère que il peut y avoir des échanges de gènes codants pour la résistance aux médicaments, et que donc les Neisseria qu'on trouve au niveau du pharynx sont plus souvent résistants aux antibiotiques que ceux qu'on trouve au niveau génital, et donc les recommandations sont un peu différentes.
il faudra soit donner une dose plus importante de ceftriaxone, soit donner plutôt un aminoglycoside, la gentamicine en l'occurrence, que la ceftriaxone. Il sera important de traiter les partenaires, tout comme on l'avait dit pour le chlamydia trachomatis. Et donc, il faudra faire une sorte de tracing. Alors ça, tout simplement, bon, si vous avez votre patient et vous avez fait un diagnostic chez un patient qui est symptomatique, bah, il est probable que la contamination éventuelle des partenaires vient de se produire récemment, puisque le patient est symptomatique. Donc on remontera aux 2 dernières semaines des rencontres sexuelles de cette personne. Si par contre le patient en source est asymptomatique, il est beaucoup plus difficile de savoir quand elle a pu contaminer ses partenaires, et là on remontera à 3 mois. Pur détail. On termine par quelques mots sur la syphilis. Donc comme vous le savez, l'agent de la syphilis, c'est le tréponème pâle, de la famille des spirochètes. C'est un agent qu'on ne peut pas cultiver, donc là, on ne peut pas demander une culture de ce spirochète. Alors, bon, pour votre culture générale, il y a des tréponèmes pâles qui sont extrêmement proches du tréponème de la syphilis, et notamment des tréponèmes qui vont donner des maladies tropicales, plutôt dermatologiques, le pian, la pinta, le bégel, etc., qui ne sont pas sexuellement transmis, mais qui pourront éventuellement donner des réactions croisées dans les tests sérologiques. Donc c'est très rare chez nous, mais parfois quand on a affaire à des personnes qui ont passé pas mal d'années dans les régions en question, ça peut donner lieu à des fausses sérologies syphilitiques qui sont attribuables à autre chose. Et donc c'est essentiellement ceux ou celles qui feront la médecine tropicale qui entendront parler de ces maladies. Alors évidemment, toute la question est de savoir, compte tenu de l'existence de ces tréponèmes pâles dans des régions tropicales qui sont non sexuellement transmis, d'où la syphilis est-elle venue? Est-ce que la syphilis est une maladie européenne qui a été exportée vers les pays colonisés par les Européens, ou le contraire? Bon, il y a toute une série de débats historiques à ce sujet qui sont plutôt intéressants d'ailleurs, mais sur lesquels on ne va pas discuter. Alors c'est clair que c'était une maladie extrêmement prévalente en Europe au 19e et au début du 20e siècle. Vous connaissez toutes et tous le nom de grands musiciens, de grands écrivains, de grands philosophes comme Friedrich Nietzsche par exemple, qui avaient des syphilis chroniques et qui en sont morts. Et bien évidemment, on va retrouver dans les grandes villes coloniales du début du XXe siècle une prévalence très élevée de syphilis, notamment à Kinshasa par exemple. Au début du XXe siècle, il y avait une proportion importante de la population, qu'elle soit de la population congolaise autochtone ou bien des Belges qui y étaient. Et on considère d'ailleurs que ça a pu contribuer d'une certaine façon à la flambée du VIH qui a débuté dans ces années-là aussi. Alors évidemment, ce qui a mis un terme, je dirais, à cette épidémie massive, hein, puisque 10% de la population était infectée, c'est l'apparition des antibiotiques, puisque la pénicilline, qui fut le premier antibiotique utilisé avant la Deuxième Guerre mondiale, reste un antibiotique très efficace contre l'agent de la syphilis, et donc ça a permis très rapidement de réduire fortement le nombre de cas, et même des personnes qui ne savaient pas qu'elles avaient une syphilis, si elles étaient amenées à prendre de la pénicilline pour autre chose, pouvaient ainsi, dans certains cas en tout cas, guérir leur infection. Alors on n'a plus parlé de syphilis pendant très très longtemps, et ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'on a décrit de nouveaux foyers, en Europe notamment, largement associés à des comportements sexuels, des relations sexuelles d'hommes avec des hommes, hein, chez Sach, et très souvent en
en synergie, pourrait-on dire, avec le VIH, puisqu'on retrouvait chez une proportion importante de ces personnes diagnostiquées avec une syphilis une présence du VIH. Alors voici les statistiques les plus récentes de l'ECDC. Et comme vous pouvez le voir, on a une nette augmentation du nombre de cas de syphilis diagnostiqués en Europe, et encore une fois, essentiellement chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc la transmission, c'est toujours un contact muqueux direct. Donc c'est toujours un rapport sexuel ou bucogénital, mais ça ne se transmet pas autrement, sinon éventuellement, occasionnellement, mais très rarement par transfusion, ou bien éventuellement par des seringues contaminées, mais c'est très rare. On peut bien évidemment, c'est un grand classique évidemment en pédiatrie, avoir une transmission de la mère à l'enfant avec des syphilis congénitales qui sont un gros problème pour les enfants infectés. Alors voici l'histoire naturelle de la maladie. C'est une image assez compliquée, mais on va se focaliser sur les choses les plus importantes. Donc vous avez l'exposition par les modes qui ont été décrits. S'ensuit alors une incubation qui va de 10 jours, mais parfois beaucoup plus, 3 mois. Et on a ce qu'on appelle une syphilis primaire, qui est une lésion visible au niveau muqueux et qui est appelée chancre. Vous en verrez abondamment dans le cours de dermatologie. S'ensuit la disparition, la guérison du chancre. Et une phase qu'on appelle la syphilis secondaire, pendant laquelle on va avoir des lésions cutanées disséminées qui correspondent à une dissémination hématogène de la bactérie, du spirochète, avec la phase de roséole que vous verrez également avec M. Nickels. Et puis cette roséole va disparaître, mais la bactérie est toujours là. Et peut se manifester sous une autre forme bien plus tard, parfois des années après, sous la forme d'une syphilis tertiaire, touchant éventuellement le cœur, touchant différents organes sous la forme de gommes, des gommes syphilitiques. Alors, vous pouvez voir dans ce graphique, il y a cette partie ici à gauche, mais alors il y a une partie ici à droite avec l'évolution de la maladie quand elle touche le système nerveux central. Et c'est évidemment un des gros problèmes. Alors le système nerveux central peut être touché à tout moment. Donc l'atteinte du système nerveux central va s'appeler la neurosyphilis. Et donc la neurosyphilis peut se produire très rapidement, peu de temps après la formation du chancre, peut se produire durant la phase secondaire, et on pourra, si l'infection n'a pas été traitée au niveau du système nerveux central, avoir des formes neurologiques de cette syphilis tertiaire qui sont extrêmement sévères et destructives. Et quand je vous disais qu'il y avait des grandes figures du 19e ou du début 20e qui étaient mortes de syphilis, la plupart du temps, elles l'avaient été par ces maladies-ci, ce qu'on appelle la paralysie générale, avec des troubles de type démence, etc., ou bien le tabès, qui sont des choses qu'on voit assez rarement. Ce qu'on voit par contre beaucoup plus souvent, ce sont des méningites, notamment des névrites, une atteinte des nerfs crâniens, une atteinte ophtalmologique, etc. Voire des formes vasculaires dans certains cas. Donc je dirais que c'est important de retenir ces trois phases, le chancre, la roséole, lésions dermatologiques ou muqueuses éventuellement, mais qui sont des lésions qui ne sont pas des ulcères comme le chancre, et puis tardivement alors l'apparition de phénomènes dits de gomme, c'est-à-dire des lésions avec une histologie très particulière que M. Delven vous montrera, soit au niveau de tissu périphérique, soit au niveau du système nerveux central avec des conséquences graves. Donc le chancre, encore une fois, ça va être abordé en détail ailleurs. Retenez que c'est une lésion qui est très bien circonscrite et qu'elle est indolore, par opposition à d'autres lésions génitales comme l'herpès notamment, qui lui est bien plus douloureux. Ça c'est la roséole, donc ce sont des lésions disséminées
euh, qui vont notamment toucher, et c'est assez discriminant par rapport à d'autres éruptions cutanées, qui vont toucher la paume des mains, la plante des pieds. Il y en a relativement peu qui le font. Dans cette forme secondaire, on pourra également avoir ce qu'on appelle des plaques muqueuses. Bon, l'image n'est pas exceptionnelle, ça ne ressemble, vu comme ça, on pourrait penser à d'autres choses, mais bon, il y en a d'autres qui sont plus claires. Et alors dans les formes tertiaires, on a ces lésions extrêmement destructives de gomme, soit au niveau de la peau, soit au niveau ici de la moelle. C'est une image de Tabès. Donc ça, ce sont des gommes, ici dans le cas d'une syphilis congénitale. Alors très important, et probablement beaucoup en plein dans les objectifs du cours et donc dans les questions d'examen potentiel, les tests à réaliser. Ça illustre bien toute la difficulté des tests sérologiques. Donc voilà une maladie pour laquelle malheureusement nous n'avons pas de culture possible et nous n'avons pas de PCR possible. Donc nous sommes réduits à utiliser uniquement la sérologie, avec toutes les difficultés que cela implique, puisque ce n'est pas le pathogène qu'on détecte, ce sont des anticorps fabriqués contre le pathogène, ce qui pose des problèmes de faux positifs et de faux négatifs. Et donc il est important, et le raisonnement est un peu le même dans une autre maladie liée à une bactérie relativement identique, hein, la maladie de Lyme que vous verrez avec Philippe Léonard, où là aussi on a comme seul outil diagnostique que la sérologie, avec toutes les difficultés que cela peut impliquer. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de tests sérologiques. Il y a un test sérologique qui est extrêmement spécifique, qui n'est pas totalement spécifique, mais qui est très spécifique. C'est ce qu'on appelle les tests tréponémiques. Alors, selon les laboratoires, selon les pays, il y a différents types de tests sérologiques tréponémiques. Celui qui est le plus utilisé chez nous s'appelle le TPHA. Son intérêt, c'est donc sa spécificité. Le problème, c'est que ce test TPHA va rester positif même des dizaines d'années après la guérison de la syphilis. Donc si vous avez un TPHA qui est positif, vous ne pourrez pas nécessairement affirmer que la personne est toujours infectée, qu'il faut à nouveau la traiter. C'est la raison pour laquelle il y a un autre type de test sérologique qui va détecter d'autres antigènes, qu'on appelle le test VDRL ou RPR, qui a pour intérêt de n'être positif qu'en cas d'infection active. Alors ne me demandez pas tous les fondements immunologiques de ce test, hein. Tout ça a été bien étudié, mais je n'ai pas creusé suffisamment profond pour vous l'exposer ici. Mais donc il faut comprendre que ce type d'anticorps est probablement des anticorps qui sont sécrétés par des plasmocytes qui, pour une raison donnée, ont une vie beaucoup plus courte que ceux qui sont responsables de la production d'anticorps qui donnent un TPHA positif. Et donc, ils sont un bon marqueur du caractère actif d'une infection. Le problème, c'est qu'ils sont très peu spécifiques. Parce qu'on peut avoir dans des maladies qui ne sont même pas des maladies infectieuses, comme le lupus notamment, le syndrome antiphospholipidique, etc., qui sont des maladies dans lesquelles les lymphocytes B ne se comportent pas d'une façon tout à fait normale, comme vous savez. Eh bien, dans ces maladies-là, on pourra avoir des tests non tréponémiques qui sont positifs, même si le patient n'a pas de syphilis. Donc l'intérêt, vous l'avez, je suppose, deviné, c'est de combiner les deux tests pour avoir un diagnostic fin. On va combiner l'intérêt de la spécificité du TPHA avec le côté, je dirais, marqueur d'infection active du VDRL. Alors néanmoins, il y a une limitation dans les deux tests, parce que c'est quand même des tests anticorps, et pour que des anticorps soient sécrétés, il faut du temps. C'est une fenêtre silencieuse. Ça veut dire que ils peuvent être négatifs, tous les deux, si vous avez un patient qui vient d'être contaminé il y a une semaine ou deux, par exemple. Donc ça, il faut le savoir. Alors, il y a des tests IgM, hein, que ce soit
en ELISA ou bien dans d'autres types de tests sérologiques qui vont donner une fenêtre silencieuse plus courte puisque, comme vous le savez, les IgM apparaissent avant les IgG. Alors voici un petit résumé, je dirais, de l'interprétation à donner en fonction de la positivité ou de la négativité des deux tests. Donc si vous avez un patient que vous soupçonnez d'avoir une syphilis parce qu'il a eu un comportement à risque avec quelqu'un connu comme étant infecté ou bien parce qu'il a une petite lésion génitale qui vous intrigue, si vous avez les deux tests qui sont négatifs, ça pourra être soit il n'y a pas de syphilis, soit vous êtes dans la période silencieuse. Hein, donc ça vaudra la peine, si vraiment vous avez une suspicion clinique, ça vaudra la peine de répéter le test. Si vous avez un TPHA qui est négatif, avec un VDRL qui est très positif, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est un faux positif, par exemple, dans le cadre d'une maladie immunologique de type lupus. Hein. Si par ailleurs vous avez un TPHA qui est faiblement positif sans VDRL, il y a plusieurs hypothèses possibles. La plus probable, c'est que c'est une personne qui a fait une syphilis, mais qui est guérie. Donc parfois une très vieille histoire. Donc on a parfois ça chez des personnes âgées qui ont une syphilis quand ils avaient 20 ans et qui sont actuellement guéries. Alors, il faut néanmoins être prudent, il faut mettre ça dans un certain contexte, je dirais, parce que vous avez dans certains cas des fenêtres silencieuses dans lesquelles le TPHA se positive avant le VDRL. Donc si vous avez quelqu'un qui a un comportement sexuel à risque et qui a un chancre, j'interromps pour le téléphone. Voilà, donc je reprends mon histoire. Donc si par contre vous avez un TPHA qui est positif avec un VDRL qui lui aussi est positif ou très positif, jusqu'à preuve du contraire, c'est une syphilis active qu'il faut traiter. Néanmoins, je vous rappelle, ces maladies tropicales, le pian, le pinta, etc., qui peuvent donner des sérologies croisées, tant pour le TPHA que pour le VDRL. Et donc, mais là, c'est des considérations essentiellement pour les personnes qui travailleront dans les régions en question. Donc ça vaut la peine de le rechercher de façon routinière. Nous, on a inclus ça dans nos prises de sang de routine qu'on réalise chez nos patients infectés par le VIH. Alors bon, certains laboratoires ne font pas les deux tests d'emblée, mais ça c'est plutôt des considérations pour les personnes de laboratoire. On fait d'abord un TPHA par exemple. Si le TPHA est négatif, on peut considérer que ça ne vaut pas la peine de faire le VDRL, puisqu'on aura une valeur qui par définition ne serait pas spécifique. Mais passons cela. Pour ce qui est du traitement, donc le traitement repose vraiment sur la pénicilline, donc c'est important de le savoir. Et c'est une pénicilline qui va être injectée en intramusculaire avec une dose de 2,4 millions d'unités une seule fois. Alors certains médecins pourront préférer diviser la dose et administrer la moitié dans chaque fesse, essentiellement pour faire moins mal, mais enfin c'est une question philosophique de savoir s'il vaut mieux avoir une fois très mal ou deux fois un peu moins mal. Si par contre on a des doutes quant à l'ancienneté de l'infection, on sera amené à réaliser 3 injections de pénicilline à 1 semaine d'intervalle chaque fois, parce qu'on postule essentiellement que dans les infections plus anciennes, la probabilité d'une infection neurologique est plus grande et donc on va essayer d'avoir une imprégnation antibiotique plus longue et plus intense. Alors, dans quelle situation sera-t-on amené à prendre cette décision-là? Si on a un patient
qui a une forme tertiaire non neurologique, hein, mais bon, qui sont relativement rares. Mais le plus souvent, le cas de figure le plus classique, c'est une personne dont on ne sait pas quand elle a été contaminée. Si quelqu'un vous dit, ben voilà, j'ai eu un chancre et une roséole il y a 2 ans d'ici, que cette personne a toujours un VDRL très positif, on va considérer ça comme une latente tardive. Et donc, on va lui donner ces 3 injections. Si la personne vous dit « je ne me souviens pas avoir eu de chancre, je ne me souviens pas avoir eu de roséole », mais qu'à la prise de sang, vous avez néanmoins un VDRL qui est très positif, eh bien, vous ne savez pas très bien quand la personne a été contaminée, c'est peut-être il y a longtemps, et donc la probabilité de localisation tertiaire est grande, et donc là aussi, vous donnerez 3 injections. Si vous êtes sûr qu'il y a une neurosyphilis, on donnera à ce moment-là le traitement en intraveineux. Alors vous allez me dire, dans ce cas-ci, on disait si on soupçonne une neurosyphilis, on va donner d'une certaine façon, enfin si on considère qu'une neurosyphilis est possible, on va donner 3 injections intramusculaires. Pourquoi ne donne-t-on pas d'emblée le schéma intraveineux qui est repris ici? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus lourd. Il va falloir hospitaliser le patient pendant 10 à 14 jours, ou bien organiser ça en hôpital de jour, donc c'est évidemment beaucoup plus lourd. Tout ça pour dire que si vous êtes dans cette situation-ci, mais que le patient n'a strictement aucun symptôme neurologique, il ne se plaint de rien du tout, ce sera une simple mesure de précaution, je dirais. Mais si par contre, il y a le moindre signe qui évoque un problème neurologique, eh bien, vous réaliserez, on va y venir dans les dias qui suivent, vous réaliserez une ponction lombaire, et si le diagnostic de neurosyphilis est certain, à ce moment-là, il y aura assez d'arguments pour dire au patient qu'il doit être hospitalisé ou qu'il faut organiser des perfusions à domicile de pénicilline, ce qui est évidemment beaucoup plus lourd. Alors la pénicilline est le traitement de choix de la syphilis, qu'elle soit d'ailleurs primaire, secondaire ou qu'il s'agisse d'une neurosyphilis. Et le problème évidemment c'est toujours le problème de l'allergie, puisque des gens vous disent qu'ils sont allergiques à la pénicilline, donc il faudra d'abord bien s'assurer que c'est une vraie allergie, et non pas des personnes qui ont fait, je sais pas moi, des mycoses ou de la diarrhée, etc., sur une prise de pénicilline. Si vous êtes certain qu'il y a une allergie, ce qui peut parfois être documenté par des tests sanguins ou cutanés, on considère que l'intérêt d'utiliser la pénicilline plutôt qu'un autre antibiotique est tel que ça vaut la peine de prendre le patient à l'hôpital pour faire une désensibilisation. Un phénomène qui peut parfois se produire et qui n'est pas de l'allergie, c'est un phénomène de lyse bactérienne, qu'on appelle dans le cas présent, mais peu importe si vous avez oublié ce nom, Jarisch-Herxheimer. C'est un phénomène de lyse bactérienne. Parfois, la charge microbienne est telle qu'à la première dose d'antibiotique, vous allez lyser toutes ces bactéries qui vont provoquer un état de type SIRS, donc un syndrome inflammatoire, de réponse inflammatoire systémique, avec de l'hypotension, de la fièvre, etc. Et c'est la raison pour laquelle on conseille toujours, quand on administre la première dose d'antibiotique dans une syphilis, de garder le patient sous la main pendant 1 heure ou 2 après l'injection. Alors, il sera intéressant, il y a toujours un doute évidemment, notamment si vous avez une infection massive du système nerveux central et que vous ne le savez pas, parce que le patient n'a aucun symptôme, donc vous avez décidé de ne pas faire de ponction lombaire et vous entre guillemets, contentez des injections intramusculaires. Il y a toujours un doute malgré tout que la pénétration de la pénicilline au niveau du système nerveux central ne soit pas suffisante et que vous n'ayez donc pas totalement traité votre patient. Il est donc important dans ce cas de figure de suivre la sérologie pour bien s'assurer qu'on a un déclin du marqueur VDRL. Alors, compte tenu évidemment du caractère totalement approximatif de ces marqueurs, il n'y a pas de règle absolue. Et le VDRL va descendre à des vitesses variables selon les patients.
Et certains patients ne vont d'ailleurs jamais négativer complètement leur VDRL. Il y a des patients qui vont garder un VDRL positif, même faiblement positif, parfois des années après leur guérison. Donc ce qu'on va plutôt suivre, c'est l'évolution des choses. Donc si vous avez un patient qui était à un VDRL de 1 sur 64, il est évident que plus le dénominateur est grand, plus la positivité est importante. S'il est redescendu à 1 sur 4, ce qui est très faible, et qu'il va bien, et qu'il reste à 1 sur 4 même des années après le traitement, ben on peut considérer que le traitement a été efficace. Si par contre, après avoir été à 1 sur 4, il remonte à 1 sur 16, eh bien, ça veut dire éventuellement soit qu'il s'est recontaminé, ce qui est possible, soit que vous n'aviez pas totalement traité l'infection la première fois. Dans ce cas de figure, ou bien s'il reste par exemple, là je vous ai dit qu'il y a des patients qui peuvent indiscutablement rester avec des valeurs de VDRL faiblement positives du style 1 sur 4 pendant des années, mais si par contre le patient descend, il va par exemple passer de 1 sur 64 à 1 sur 32 et qui ne descend pas plus bas, eh ben, il y a un problème et ça vaut à ce moment-là la peine de faire une ponction lombaire pour exclure une neurosyphilis. Éventuellement à ce moment-là retraité. Si c'est un patient qui avait eu une seule injection de pénicilline parce qu'on pensait qu'on avait une infection récente, ça vaudra la peine, même si la ponction lombaire est négative, de refaire 2 ou 3 injections de pénicilline en intramusculaire. Il est évident que si la ponction lombaire est positive, on fera un traitement en intraveineux. Alors, y a-t-il des alternatives? Oui, mais leur efficacité reste relativement douteuse. Dans certains cas, on pourra considérer la doxy vraiment pour s'il y a des allergies qu'on ne parvient pas à juguler par désensibilisation. La ceftriaxone pourrait être efficace, mais beaucoup de personnes qui sont allergiques à la pénicilline seront également allergiques à la ceftriaxone, donc ce n'est clairement pas un premier choix. Donc, si vous avez une latente tardive, la grande question est de savoir, puisque la probabilité d'une infection neurologique est plus grande dans les latentes tardives, est-ce qu'il faut d'emblée faire une ponction lombaire, qui n'est quand même pas un acte anodin? On la fera dans la situation suivante. Donc, si vous avez évidemment des symptômes neurologiques, ophtalmologiques ou ORL, ben, évidemment, là, vous ne pouvez pas y échapper, vous devez faire cette ponction lombaire. Si vous voyez que votre VDRL ne diminue pas ou qu'il augmente malgré vos injections intramusculaires, il faudra faire la ponction lombaire. Si vous avez un VDRL ou un RPR qui est supérieur ou égal à 32, à ce moment-là, la probabilité d'une atteinte neurologique est plus grande. Et de même, si pour des raisons d'allergie, vous avez dû traiter, vous allez devoir traiter votre patient par autre chose que de la pénicilline, ça vaut la peine de s'assurer que l'antibiotique que vous allez choisir peut ou pas pénétrer au niveau du système nerveux central. Et donc dans ce cas-là, vous ferez la ponction lombaire d'abord parce que c'est ça qui va vous aider à choisir le meilleur schéma si vous ne pouvez pas utiliser de pénicilline. La présence de VIH est également un facteur associé à une plus grande probabilité d'atteinte neurologique. Et donc, on aurait pu ajouter ici que chez un patient séropositif, on sera plus vite enclin à réaliser la ponction lombaire que chez quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, il y a toute une série de choses auxquelles il faudra penser, bien évidemment aux partenaires, au dépistage des autres IST, le chlamydia, le gonocoque, etc. Et voilà, ceci termine la deuxième partie du cours sur les infections sexuellement transmises. Vos questions sont les bienvenues et à bientôt.